Mes amis, l'histoire vraie que vous allez entendre aujourd'hui ne vous surprendra pas seulement, elle vous sensibilisera aussi. Un médecin réputé, exerçant dans une clinique privée, a commis un acte absolument honteux lors d'un simple examen de routine d'une femme enceinte de 5 mois. Ce qu'il a fait va vous choquer, et vous mettre en colère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce que cette femme a ensuite fait avec de la cocaïne et ce qui est finalement arrivé à ce médecin vous ouvrira véritablement les yeux. Alors, assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Car ce n'est pas seulement une histoire, c'est une leçon. Si vous trouvez cette vidéo significative, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne plus jamais manquer une autre histoire aussi importante que celle-ci. Commençons. Ce matin-là, le ciel était couvert et lourd d'humidité. Emily descendit du bus de la ville et marcha en direction du Midtown Women's Health Center. Enceinte de 5 mois, cette jeune femme de 27 ans tenait dans ses mains un petit sac à main contenant son livret prénatal et une bouteille d'eau. Ses pas étaient prudents, mais réguliers. Elle avait entendu parler de cette clinique par son voisin, qui affirmait que le médecin qui y exerçait était l'un des meilleurs de la ville, un obstétricien respecté, avec des années d'expérience et utilisant les équipements les plus modernes. Jusqu'ici, Emily se rendait dans une clinique locale gratuite pour ses examens mensuels. Mais cette fois, elle avait besoin d'être rassurée par quelqu'un de plus professionnel. À l'entrée, une jeune réceptionniste l'accueillit. « Ici pour ton contrôle mensuel, maman ?»« Oui, juste la routine », répondit Emily avec un sourire poli. Elle remplit les formulaires d'admission et attendit près d'1 heure avant qu'on appelle son nom. « Mademoiselle Emily Hassan, veuillez vous rendre dans la salle d'examen 2. » À l'intérieur, un homme d'âge moyen, vêtu d'une blouse blanche immaculée, était assis derrière un bureau. Il avait l'air calme, confiant. « Bonjour, mademoiselle Hassan », dit-il avec un sourire professionnel. « Veuillez vous asseoir. »« Bonjour, docteur », répondit-elle en s'asseyant prudemment. Son dos la faisait souffrir ces derniers temps à cause du poids croissant du bébé. « Des problèmes ?» demanda-t-il en feuilletant son dossier. « Non, juste une visite de routine. C'est ma première grossesse. » Il hocha la tête et fit un geste vers la table d'examen. « Regardons le bébé. Vous pouvez vous allonger là. Veuillez retirer vos vêtements et vous couvrir avec ce tissu. » Emily prit le drap, se dirigea vers le coin de la pièce, séparé par un rideau, et hésita. Ce n'était pas la première fois qu'elle subissait un examen, mais elle avait l'habitude d'être en présence d'une infirmière ou d'un technicien. Ici, le médecin était seul. Elle s'allongea, se couvrit et tenta de se détendre. Le médecin revint avec un échographe portable et un tube de gel transparent. Ce gel permet à l'appareil de détecter plus précisément les mouvements du bébé, expliqua-t-il. Au début, tout semblait normal, le gel froid sur son ventre, la sonde qui bougeait doucement, mais peu à peu, elle sentit la main du médecin descendre, touchant des zones sans lien avec l'échographie. Son corps se raidit. « Cela fait partie de l'examen ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. « Ne vous inquiétez pas, je vérifie juste la position du bébé. »« Ne vous crispez pas » murmura le médecin. Emily serra les bords de la table, sa respiration s'accélérant. Elle n'avait jamais ressenti une telle gêne, même avec son précédent gynécologue. Soudain, la main descendit plus bas, touchant des zones qui la firent tressaillir. Sans prévenir, elle tira le rideau et repoussa la main du médecin. « Docteur, que faites-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. Le médecin haussa les sourcils, imperturbable. « Je vérifie le positionnement du fœtus. Parfois, un examen manuel est nécessaire. »« Mais pourquoi m'avez-vous touché là ?» demanda Emily en se redressant rapidement, ses mains tremblantes en remettant ses vêtements. Son visage était rouge, non pas de honte, mais de colère. « Je m'en vais » dit-elle, se levant brusquement. Alors qu'elle s'apprêtait à franchir la porte, le médecin s'approcha. « Madame Hassan, ne créons pas de malentendus. Une mauvaise interprétation pourrait provoquer une panique inutile. Vous ne voudriez pas cela, n'est-ce pas ?» Emily se figea. C'était une menace déguisée. Elle n'était pas naïve. Elle savait faire la différence entre un contact médical et un geste déplacé. Elle se précipita hors de la pièce. Dans la salle d'attente, plusieurs têtes se tournèrent alors qu'elle fonçait vers les toilettes. Elle s'enferma, se laissa glisser au sol et pleura en silence. Elle se sentait souillée, trahie. Elle était une épouse, une future mère, et un homme censé prendre soin d'elle et de son bébé venait de lui voler sa dignité avec une précision chirurgicale. Ce soir-là, Emily rentra chez elle, pâle et secouée. Son mari, Amir, un policier local, venait de terminer son service. Il la trouva assise en silence sur le porche. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as pleuré. » Elle croisa son regard, et les larmes coulèrent à nouveau sur ses joues. « Amir, il s'est passé quelque chose. Le médecin m'a touché de manière inappropriée. » Amir se leva brusquement, le poing serré. « Oh ? Quoi ?» Elle hocha la tête.
Le médecin lui avait demandé de ne rien dire à personne, de peur que les gens ne comprennent pas. La chaleur du soir s'évanouit en un instant. La rage envahit la poitrine d'Amir, tempérée seulement par son besoin de la réconforter. Tu n'as rien fait de mal, Émilie. Tu es une victime, et nous ne resterons pas silencieux. Mais il est connu, célèbre. Et si personne ne me croit? Amir lui serra fermement la main. Tu m'as, et je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Émilie se rendrait compte plus tard que ce n'était que le début. Cette nuit-là, la pluie tombait à verse sur le toit de leur petit appartement du sud de Chicago. Les lumières du salon étaient tamisées, projetant de longues ombres sur les murs. Émilie était recroquevillée sur le canapé, tenant son livret prénatal comme une pièce à conviction, quelque chose qui aurait dû représenter la vie, mais qui ressemblait maintenant à un souvenir de violation. Ses yeux étaient gonflés à force de pleurer. Son esprit rejouait ce moment encore et encore. Amir se tenait à proximité, toujours en uniforme de police, son chapeau jeté sur la table basse, les mains serrées, la mâchoire crispée. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était un déchirement. Il avait juré de protéger les habitants de la ville, mais maintenant, il ne pouvait plus protéger la personne qu'il aimait le plus d'une telle cruauté. « Je vais déposer une plainte ce soir », dit-il doucement mais fermement. Émilie leva les yeux, alarmée. « Non, Amir, s'il te plaît. J'ai peur. Il a des relations, de la patience, de l'influence. Et si les gens disent que je mens ?» Amir s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Émilie, écoute-moi. Tu n'es pas à blâmer. Il a abusé de ta confiance, et si nous restons silencieux, il pourrait recommencer avec d'autres femmes. » Ses lèvres tremblaient. « Je me sens sale, Amir. La façon dont il m'a touché. » Sa voix se brisa. Amir la serra fort dans ses bras. « Tu n'es pas sale. Tu es ma femme, la mère de notre enfant, et je te protégerai. Nous ne le laisserons pas s'en tirer comme ça. » Le lendemain matin, Amir demanda un congé d'urgence à son service. Il ne donna pas de détails, se contentant de dire que c'était personnel. Puis, accompagné de sa femme, il se rendit directement dans une clinique publique réputée pour son intégrité. Là, une femme médecin procéda à un examen psychologique et physique complet. Il n'y avait aucune blessure externe, mais ses notes reflétaient quelque chose d'aussi significatif. Cela seul, dit doucement le médecin, peut être considéré comme une preuve, surtout lorsqu'il est corroboré par un témoignage. De là, Amir et Émilie se rendirent à l'unité spéciale des victimes du département de police. Amir rencontra un de ses anciens amis de l'académie, l'officier Miles Carter, désormais enquêteur principal. « Je ne suis pas ici en tant que flic, Miles. Je suis ici en tant que mari. Ma femme a été agressée, » déclara Amir avec fermeté. L'expression de Miles devint sérieuse. « Je t'aiderai, mais tu sais que nous avons besoin de plus que sa parole. Elle doit faire une déclaration officielle. » Amir se tourna vers Émilie. Son visage était pâle, mais ses yeux portaient un poids nouveau, quelque chose entre la peur et la résolution. Elle hocha la tête. « Je le ferai. » Les officiers déposèrent sa déclaration. Ce fut long, émouvant et brut. Miles ne l'interrompit pas une seule fois. À la fin, il fit glisser calmement le papier sur le bureau. « Nous allons commencer l'enquête immédiatement. » Le soir même, les murmures avaient déjà commencé. Au sein du groupe de mères du quartier auquel Émilie avait l'habitude de participer, les gens parlaient à voix basse. « Avez-vous entendu ce qui s'est passé à la clinique de Midtown? Ils disent que le docteur Carter l'a touché. » « Certainement pas. Il est si poli. Mon cousin ne jure que par lui. Parfois, ce sont les personnes les plus polies. » Émilie sentit les murs se refermer sur elle. Elle voulut reculer, mais son téléphone vibra. C'était un message provenant d'un numéro inconnu. « Mademoiselle Émilie, j'ai entendu ce qui vous est arrivé. Je suis allé dans cette même clinique. Il m'est arrivé quelque chose de bizarre aussi. Je n'ai jamais eu le courage de dire quoi que ce soit, mais merci d'avoir pris la parole. » Elle fixait l'écran, le souffle coupé. Elle n'était pas seule. 3 jours plus tard, Amir, de retour à Unifor, cette fois avec un mandat en main. Avec 2 détectives et une équipe médico-légale, il se dirigea vers la réception. « Nous avons l'autorisation d'inspecter ces locaux », dit Amir d'un ton neutre en brandissant le document. Le visage de la réceptionniste pâlit. « Dr Carter n'est pas là aujourd'hui. Il a pris un congé soudain hier. »« On y va quand même », répondit Amir. Ils entrèrent dans les salles d'examen. Tout avait l'air propre. Trop propre, stérile, parfait. Mais les yeux exercés d'Amir repérèrent quelque chose derrière une étagère, une minuscule caméra de sécurité dissimulée. Il appela l'unité technique. Caché derrière une armoire se trouvait un DVR contenant des images locales. La plupart des fichiers avaient été effacés, mais un clip datant de 2 semaines auparavant subsistait. Les officiers se rassemblèrent autour du technicien pendant qu'il lançait la vidéo. Une jeune femme était assise nerveusement sur la table d'examen.
Le docteur Carter entra et commença un contrôle de routine, mais ses mains se mirent à s'égarer. La fille tressaillit, mais ne bougea pas. Elle était clairement mal à l'aise. L'équipe regarda en silence. Ça suffit, dit finalement Amir. Sécurisez les images. Nous avons notre point de départ. Cette nuit-là, Emily était assise dans leur salon lorsque la sonnette retentit. Une jeune femme se tenait dehors, nerveuse, les yeux larmoyants. « Salut, je m'appelle Ila. J'ai vu ton nom aux nouvelles. Je crois que j'étais aussi l'une de ces victimes. » Le cœur d'Emily se tordit. Elle invita la jeune femme à entrer. Ila s'assit, serrant son sac comme un bouclier. « J'avais 19 ans. C'était mon premier rendez-vous seul. Il m'a dit de ne rien dire à personne. Je pensais que j'exagérais peut-être, mais quand j'ai entendu ton histoire, j'ai su que ce n'était pas le cas. » Emily lui prit la main. « Tu n'es pas seule, Ila. Pas plus. » Une explosion de larmes. « Merci. Merci d'avoir pris la parole. » Emily la serra contre elle, sentant quelque chose changer au plus profond d'elle-même. La douleur, oui, mais aussi un but. Ce n'était plus seulement son combat. C'était le leur, et ce n'était que le début. À la fin de la semaine, l'enquête avait discrètement explosé en quelque chose de bien plus grand que ce qu'Emily ou Amir avaient jamais imaginé. La nouvelle des images de la caméra cachée fut divulguée à une journaliste locale nommée Maya Ken, une reporter vive et passionnée qui avait passé sa carrière à couvrir les droits des femmes et les abus systémiques. En 24 heures, son rapport intitulé « La confiance trahie, un traumatisme caché au sein d'une clinique respectée » était en vogue sur les réseaux sociaux. Des hashtags tels que « Justice pour Emily » et « Stop aux abus médicaux » commencèrent à circuler rapidement. Alors que l'histoire gagnait du terrain, quelque chose d'inattendu se produisit, des dizaines de femmes commencèrent à se manifester. Le téléphone d'Emily vibrait sans arrêt. « Emily, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais je suis allée dans cette même clinique l'année dernière. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas, mais je me suis blâmée. Merci d'avoir parlé. Je n'en ai jamais parlé à personne, mais maintenant je pense que je peux le faire. Il m'a fait du mal aussi. Je suis prête à témoigner. » Amir s'asseyait à la table à manger chaque soir, examinant les déclarations et constituant un dossier plus épais que tous ceux qu'il avait jamais traités. Il travaillait aux côtés de l'unité de protection de la famille du département et de plusieurs femmes détectives qui étaient émotionnellement investies dans l'affaire, mais ce n'était pas que du soutien. Une nuit, un message arriva dans la boîte de réception d'Emily, provenant d'un numéro privé. « Arrête maintenant. Vous ruinez la vie d'un homme bien. » Un autre message était plus direct. « Si votre mari n'était pas policier, vous seriez déjà morte. » Ses mains tremblaient pendant qu'elle lisait. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne s'effondra plus sous la pression. Elle prit des captures d'écran et les remit à Amir. « Ce sont des menaces, déclara-t-elle. Nous les signalons. » Amir hocha la tête. « Je vais augmenter votre sécurité. Ils ne te toucheront pas. » Pourtant, chaque jour était une guerre entre la peur et la résolution, le silence et la vérité. Le bureau du procureur a signé 2 procureurs à l'affaire. Pendant ce temps, la clinique est la cible de tir. L'indignation de la communauté s'intensifia. Des manifestants se rassemblèrent devant le Midtown Women's Health Center avec des pancartes où l'on pouvait lire « Patient, pas victime. Votre permis ne fait pas de vous un dieu. Nous croyons Emily. » Emily restait à la maison la plupart du temps, épuisée physiquement et émotionnellement. Mais quelque chose la faisait continuer. Ella lui rendait souvent visite, s'asseyant avec elle autour d'un thé, parfois en silence, parfois avec des histoires. « Je pensais être brisée pour toujours, » murmura un jour Ella. « Mais te regarder parler, j'ai l'impression de retrouver une partie de moi-même. » Emily tendit la main et lui prit la main. « Tu n'es pas brisée. Aucun d'entre nous ne l'est. Nous avons été blessés, mais nous guérissons. » Puis vint le tournant. Une ancienne infirmière de la clinique, Tessa Johnson, entra au poste de police sans prévenir. Elle tenait une clé USB et un journal manuscrit. « J'aurais dû me manifester plus tôt, » dit-elle à Amir. « J'ai vu des choses. Je suis restée silencieuse parce que j'avais peur. Mais maintenant, je ne peux plus me regarder en face si je ne dis rien. » À l'intérieur du lecteur se trouvaient des fichiers audio enregistrés secrètement. Tessa avait commencé à soupçonner le docteur Carter il y a des années et avait enregistré des interactions sur son téléphone. Un extrait était particulièrement accablant. La voix du docteur Carter. « Tu ne vas rien dire, n'est-ce pas? Je suis médecin. Tu n'es qu'une fille. Tu parles, tu gâches ta propre vie. » Amir serra la mâchoire pendant qu'il écoutait. « Cela change tout, dit-il. Désormais, il ne s'agit plus seulement d'un témoignage. Il s'agit d'un comportement prédateur filmé. » L'enregistrement audio fut rapidement transmis au procureur de district et ajouté au dossier. Pendant ce temps, Emily reçut une assignation à comparaître officielle. Elle allait témoigner. La nuit précédant l'audience, elle ne put dormir.
Elle s'assit près de la fenêtre pendant que l'air faisait infuser le thé. « Es-tu prête » demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux, cernée de fatigue, mais remplie de feu. « J'ai peur, mais j'y vais quand même. » Le lendemain matin, le palais de justice était encerclé par des fourgons de presse et des manifestants. À l'intérieur, la salle d'audience se remplit rapidement. Militants de la presse communautaire, responsables du conseil médical et même étudiants en droit de la santé publique étaient présents. Le docteur Carter était assis à la table de la défense, vêtu d'un costume gris. La blouse blanche avait disparu. Le calme aussi. Il avait l'air fatigué, désorienté, voire en colère. Émilie fut appelée à la barre. Alors qu'elle s'approchait, la pièce devint silencieuse. Elle prêta serment. « Je m'appelle Émilie Hassan. J'ai été agressée lors de ce qui était censé être un examen prénatal de routine. » Sa voix tremblait au début, mais elle trouva rapidement son équilibre. Elle décrivit tout, le malaise en entrant dans la clinique, le contact, la violation. La salle d'audience resta dans un silence de mort. Et quand je me suis éloigné et que je l'ai interrogé, il m'a dit de ne pas parler, que les gens comprendraient mal, que si je parlais, je provoquerais une panique inutile. Il m'a fait sentir que c'était moi qui faisais quelque chose de mal. Mais je ne l'étais pas. Il l'était. Une larme coula sur sa joue, mais elle resta debout. Je suis venu ici pour dire que ce qui m'est arrivé n'était pas un accident. Ce n'était pas un malentendu. C'était de la maltraitance. Et je ne me tairai plus. Et là, qui regardait depuis le banc, fondit en larmes. Tessa lui tenait la main. Le juge fit un signe de tête en direction du jury. Nous remercions le témoin. Le tribunal se réunira à nouveau demain pour entendre les témoignages restants. Les caméras extérieures clignotèrent, les journalistes crièrent, mais Émilie continua à marcher droite, fière et stable. Parce que maintenant le monde savait, et il n'y avait plus de retour en arrière. Le deuxième jour de témoignage vit davantage de femmes prendre la parole. Et là, les mains visiblement tremblantes, entra dans le box des témoins avec un calme qui la surprit elle-même. « J'avais 19 ans, a-t-elle commencé. Je n'avais pas d'assurance, alors je suis allée à la clinique Midtown parce que c'était abordable. Je pensais que je passais simplement un examen prénatal. Mais je suis repartie avec quelque chose de brisé en moi. » Elle a décrit les attouchements inappropriés, la voix du médecin essayant de la calmer tout en violant sa confiance, comment elle a quitté la clinique en pleurant, sans jamais rien dire à personne. Je ne pensais pas que quelqu'un me croirait. Mais quand j'ai vu Émilie aux informations, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. J'ai compris que je devais aussi parler. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle d'audience. Le jury écoutait attentivement, et le visage du juge était figé par l'émotion. L'accusation diffusa ensuite l'enregistrement secret de Tessa. La salle d'audience se figea. La voix du docteur Carter résonna dans toute la salle. « Si vous dites quelque chose, personne ne vous croira. Je suis le docteur. Tu n'es qu'une fille. » C'était le son d'un pouvoir abusif, d'une arrogance, d'un sentiment de droit et d'une cruauté. L'avocat du docteur Carter tenta de s'y opposer, mais le juge rejeta sa demande. La défense se démena pour sauver son dossier. Il fit appel à des témoins de moralité. D'anciens patients décrivirent le docteur Carter comme professionnel et gentil. Ils prétendirent qu'il s'agissait d'un malentendu, d'une chasse aux sorcières, d'un moment d'hystérie collective. Mais la vérité avait déjà pris racine. Un psychologue spécialisé dans les traumatismes témoigna, expliquant que les survivants tardent souvent à signaler leurs blessures et que leurs souvenirs sont fragmentés. Les victimes d'abus sexuels, en particulier lorsqu'ils sont commis sous couvert de soins médicaux, se dissocient souvent pendant l'événement. Ce n'est pas de l'incohérence, c'est de la survie. Dans les couloirs, à l'extérieur de la salle d'audience, des femmes qui ne s'étaient jamais rencontrées s'embrassaient comme des sœurs perdues de vue depuis longtemps. Des dizaines d'autres étaient prêtes à témoigner si nécessaire. Les dirigeants communautaires, les organisations religieuses et les groupes de défense des droits civiques se rallièrent à elle. Amir resta aux côtés d'Émilie tous les jours. La future mère, autrefois douce, était désormais saluée comme un symbole de courage, mais elle n'était pas motivée par la reconnaissance. « Je n'ai pas fait ça par courage », déclara-t-elle à Maya, la journaliste. « J'ai fait ça pour que personne d'autre ne se sente comme moi, sale, impuissante, honteuse de quelque chose qui n'était pas de ma faute. » Le dernier jour du procès arriva avec une grande impatience. La salle d'audience était pleine à craquer. Des fourgons de presse étaient garés à l'extérieur. Les partisans portaient des rubans bleus sarcelles en signe de solidarité avec les survivants d'abus sexuels. Le docteur Carter, désormais visiblement usé, évitait tout contact visuel avec tout le monde. Son arrogance s'était transformée en panique. Le juge rappela la salle d'audience à l'ordre. Les 4 membres du jury se levèrent. « Nous, le jury, déclarons le défendeur, le docteur Christopher Carter, coupable de tous les chefs d'accusation. » Des halètements emplirent la pièce. Quelques personnes sanglotèrent.
Émilie ferma les yeux tandis que des larmes coulaient sur ses joues, non pas de douleur, mais de soulagement. Amir serra fermement sa main et passa un bras autour des épaules de sa femme. Le juge poursuivit. Pour de multiples chefs d'inconduite sexuelle, d'abus d'autorité et d'entrave à la justice, ce tribunal condamne l'accusé à 8 ans de prison d'État, à la révocation permanente de son permis d'exercer la médecine, et à une restitution financière obligatoire aux victimes. Le docteur Carter s'effondra sur son siège. Son monde s'était enfin écroulé. Dehors, Émilie se tenait devant une mer de caméras et de micros. Sa voix était rétablie, claire et forte. La justice n'est pas une question de vengeance. C'est une question de sécurité, de dignité, et de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Au cours des semaines suivantes, Émilie reçut des lettres, des fleurs et des messages de gratitude de femmes de tout le pays. Certaines avaient des histoires à partager. D'autres ont simplement dit « merci ». Elle forma un petit groupe de soutien avec Aya, Tessa et quelques autres. Elles le baptisèrent « Plus jamais le silence ». Ensemble, elles visitèrent des écoles, des cliniques et des mosquées pour parler de consentement, de confiance et de courage. Émilie n'était plus seulement une survivante. Elle était devenue un guide pour celles qui étaient encore prisonnières du silence. Des mois plus tard, Émilie se tenait devant une salle remplie d'étudiantes en médecine lors d'une conférence sur l'éthique et la sécurité des patients. Son ventre avait grossi, elle approchait de l'accouchement. Elle était radieuse. « Je ne me souviens pas de tout ce jour-là, dit-elle, mais je n'oublierai jamais à quel point je me sentais petite. Je suis ici aujourd'hui non pas pour revivre cela, mais pour vous rappeler de ne jamais abuser du pouvoir qui vous est donné. » Tandis que le public applaudissait, Amir regardait depuis le fond, les yeux emplis de fierté. 2 semaines plus tard, leur petit garçon naquit, en bonne santé et fort. Ils l'appelèrent Nord, ce qui signifie lumière, car de l'endroit le plus sombre où ils avaient jamais été, une lumière s'était levée, non seulement pour eux, mais pour beaucoup d'autres. Et c'était vraiment la justice. Chers amis, ceci nous amène à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a touché et vous a fait réfléchir. Dans un monde de silence, s'exprimer est un acte de courage. Unissons-nous pour la vérité, pour la justice et pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et dites-moi en commentaire vous me suivez depuis quel pays. À la prochaine.